Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bien, bonsoir. Dodez Caden qui achève cette rétrospective de Kurosawa, enfin, rétrospective restreinte, parce qu'il a quand même fait une bonne trentaine de films, et là, nous n'avons passé que 7 ou 8, je ne sais plus combien. Bon, et je tenais absolument à ce que cette rétrospective se termine par ce film que je considère comme non seulement, enfin, il y a d'autres très grands films de Kurosawa, mais enfin pour moi c'est vraiment son plus beau film, et ça reste aussi à mes yeux l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Ceci étant dit, je pense que la plupart d'entre vous voyez le film pour la première fois. Quels sont ceux qui l'avaient déjà vu? Personne, c'est bien ce qui me semblait. Et ce n'est pas un film immédiatement recevable, parce que, enfin, qu'on peut recevoir tout de suite comme ça, et c'est un film curieux, dérangeant dans son étrangeté, dans sa façon d'être réalisé, dans sa mise en scène, etc., dans sa construction dramatique. Mais en plus, c'est un film qui... enfin, je vais en parler après, sur le temps, qui est tout à fait passionnant, mais qui, évidemment, lorsqu'il a été tourné en 70 et montré en 71, c'était un échec très violent, et quand même Kurosawa avait parfaitement conscience qu'il avait fait, en tout cas qu'il a voulu faire un film extrêmement important pour lui, et que ce film a été très mal reçu au Japon, mais aussi à l'étranger, même en Europe. Enfin, on était quelques-uns à le défendre à l'époque, mais on était très peu nombreux. Et le choc pour Kurosawa était tel qu'il, enfin, que quelques mois après ce film, il a fait une tentative de suicide qui, heureusement, ne s'est pas concrétisée dans une finalité terrible. Mais l'échec de ce film a été très violent pour lui. Alors, maintenant, ça fait bientôt 50 ans. Attendez. Oui, ça va faire 50 ans dans 2-3 ans que le film a été réalisé. Et aujourd'hui, plus personne n'oserait dire que ce n'est pas un grand film. Enfin, plus personne n'oserait, si, on peut l'oser. Mais enfin, en fait, ce qui m'intéresserait, puisque moi, je connais quand même le film, je l'avais vu à l'époque en 71, quand Kurosawa on l'avait invité au Festival d'Avignon, et il était venu présenter ce film justement. Bon, j'ai revu déjà de nombreuses fois. J'ai donc trop de choses à dire sur lui, mais j'aimerais que vous qui le voyez tous pour la première fois, vous interveniez sur vos réactions, parce que ça, c'est intéressant de saisir les réactions aujourd'hui à ce film. Alors, si quelqu'un veut se dévouer, ou plusieurs personnes d'entre vous. Bon. Alors, donc, on ne sait pas si ça vous a plu, ça vous a pas plu. Oui, voilà. Mesdames. Alors je dis bien, je vais essayer parce que c'est assez déroutant. C'est quoi, c'est? Je disais que c'est un film déroutant, mais moi ce que j'ai retenu de toutes les images, c'est que je les ai trouvées éblouissantes, alors que il nous montre des gens très misérables, mais j'ai trouvé ça... comment dire, que malgré tout ce décor, malgré ces gens qui sont alcooliques, enfin, etc., on arrive à trouver une humanité. Comment je pourrais dire ça? Enfin, il y a quelque chose que je trouve de... Alors, vous allez dire qu'il ne faut pas dire ça, mais que je trouve de très beau. Et... c'est dans ces cadrages,
c'est dans la lumière qu'il y a, et c'est surtout dans le jeu de tous ces acteurs que je trouve absolument extraordinaire. Oui, mais ça c'est bien gentil, mais c'est l'extérieur. L'extérieur, non, parce que l'idée, c'est qu'on les accepte, ces gens-là. On ne les rejette pas. Non, mais ça, c'est pas... oui. Non, je sais que le film est en fait difficile à saisir dans son ensemble. Vous avez dit une chose capitale. Vous avez parlé d'humanité. Oui. Ce film est un film qui concerne toute l'humanité. Ce n'est pas un film japonais. C'est un film qui nous concerne tous. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que enfin, pas l'espèce, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que l'humanité? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Et donc, prenons-le, cet être humain, à son niveau premier, c'est-à-dire celui d'une existence, mais d'une existence qui ne peut pas vivre. En d'autres termes, revenons aux fondamentaux de la dramaturgie, c'est-à-dire passé, présent, futur. Éliminons dans cette société misérable, comme vous l'avez dit, qui était vraiment dans le dernier endroit possible pour vivre, complètement les déchets de l'humanité, enfin les déchets même de l'humanité. Donc une existence absolument primaire, et dans cette existence primaire qu'il aurait offert, c'est-à-dire l'impossibilité de vivre le passé, l'impossibilité de concevoir le futur. Ils n'ont que du présent et ils sont soumis à ce présent. Un présent dont ils ne sont en aucun cas les maîtres. Et donc, le film lui-même, sur sa construction, va être bâti sur cette idée. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous n'allez pas voir une action se développer, même si il y en a quelques-unes qui se développent, mais en tant que souvenir, ou en tant que, mais aucune qui va pouvoir avoir une action, enfin, jouer sur le futur, jouer sur les choses qui sont, on les pris et transportés. C'est-à-dire, d'emblée, tout est dit par la symbolique de Dodescaden, c'est-à-dire du naïf, enfin, ou du jeune demeuré, ou je ne sais pas comment on appelle, ou jeune, enfin, handicapé mental, qui joue sur ce train qui n'existe pas, qui voyage, mais enfin, on ne va nulle part, et on ne revient de nulle part. On reste justement là, dans maintenant l'obligation d'être que dans le présent, et dans ce présent, de révéler un peu ce que l'on est, c'est-à-dire en d'autres termes, toutes les possibilités que nous avons en nous, dans nos impressions, dans nos sensations, dans nos sentiments, qui s'expriment, mais qui ne peuvent pas se concrétiser, qui ne peuvent pas agir. L'action est interdite. C'est pour ça que le film est très étrange et évidemment se développe devant vous sans que vous puissiez participer à l'action, puisque vous la subissez comme la subissent les personnages. Alors vous avez évidemment des personnages qui sont plus représentatifs que les autres. En premier lieu, peut-être, mais je veux dire en premier lieu, c'est complètement faux, mais enfin, prenons-le en tant que tel, en premier lieu, le père, complètement, enfin, pas mythomane, mais complètement imaginatif, et le fils. Lui qui refuse totalement d'être dans le présent, qui donc refuse toute responsabilité par rapport au présent, puisque c'est même le fils qui est obligé d'aller chercher, quémander, qui était la nourriture, qui n'est que dans le futur et dans le passé. Dans le rêve. Donc vous avez ce couple-là, enfin ce couple père-fils. Vous avez un autre couple, celui de cette espèce de spectre qu'on dit au début, qui a coupé définitivement
toute possibilité de revenir sur son passé, et donc il interdit à son passé d'être présent. Et le passé est présent, et donc à ce moment-là, le futur est définitif, c'est-à-dire que ce définitif est interdit lui aussi, puisque le passé a interdit le présent. Bon, si vous prenez chacun des couples, voilà. En revanche, vous avez les couples qui échangistes, c'est-à-dire les deux ivrognes, qui s'échangent les femmes, etc. Vous avez aussi les rapports hommes-femmes qui sont extrêmement prononcés aussi dans le film, etc. C'est-à-dire que vous prenez chacune des histoires qui vous a racontées, ou chacun des personnages que j'ai rencontrés. Bon, mais il y a aussi un personnage qui était tout à fait extraordinaire, c'est le personnage du fonctionnaire, enfin, supposons le fonctionnaire, qui boite, etc., qui est une femme terrifiante. Et là aussi, c'est admirable, enfin, cette scène avec ses invités. Et, oui. Bon. Et que vous preniez le film à quelque niveau que ce soit, vous avez enfin, c'est-à-dire, tout ce qui concerne l'humain est présent. Et nous comprenons au fond tout. Il y a là, c'est japonais, mais ça peut être africain, ça peut être n'importe quel pays du monde. Évidemment, à partir d'un état qui est celui de la misère, et donc d'une misère totale, qui empêche justement la possibilité de masquer le fondement, cette espèce de misère humaine qui est en même temps aussi très belle. Enfin, et il y a une espèce de tous les échelons possibles des attitudes humaines sont présentes dans le film et jouent dans le film. Et évidemment, vous avez le vieux sage qui est là jusqu'au bout. Enfin, vous avez par exemple le début, l'admirable moment de la mère qui prie pour le fils, alors que le fils croit que la mère est folle et qu'il faut prier pour elle, etc. Enfin bon, c'est une espèce de jeu qui est absolument étonnant et qui, en même temps aussi, alors évidemment, oblige le film, puisqu'on n'a pas d'action sur le réel. Donc à ce moment-là, le film ne peut pas être dit réaliste. Donc le film joue sur une réalité possible de l'idée de la représentation de la misère, mais c'est une représentation. Donc la représentation l'emporte sur la vérité documentaire de la misère. Donc à ce moment-là, si la représentation l'emporte, il faut qu'elle l'emporte ouvertement et de plus en plus. C'est pour ça que l'idée du film, je vous en avais déjà parlé dans des films précédents, sur l'influence de l'expressionnisme chez Kurosawa. Et ici, il joue à fond l'expressionnisme, mais il le joue très lentement, pour aboutir à la fin. Dans ce coup, vous n'avez plus les ciels sont oranges, etc. Enfin, vous passez à la fin totalement à l'expressionnisme, c'est-à-dire à un monde qui n'est plus que du représentatif, et à l'intérieur de... Maintenant, il faut reprendre le sens profond de la mise en scène. Si le monde est devenu totalement représentatif, à la fin du film, le problème des personnages, c'est de savoir comment ils se représentent dans ce monde représentatif. Et ça devient évidemment un très grand film. Pour moi, c'est vraiment un film capital dans la réflexion sur le regard sur l'humanité. C'est un film qui dépasse toutes les frontières, comme je le répète, et qui, en même temps, donne au cinéma ses plus grandes lettres de noblesse. Enfin, si le cinéma est un art, ce sont des films comme ça qui le prouvent. Là, vous êtes vraiment dans le grand art. Et le grand art, dans ce que dit l'art, c'est-à-dire exprimer toute la richesse et la complexité et la force de la sensation, des sentiments, de l'affect. L'art, c'est la connaissance par l'affect. Donc ici, c'est un film qui est fait entièrement sur cette idée. Alors évidemment, en même temps, aussi avec une volonté d'être quand même distrayant, de ne pas être ennuyeux. C'est-à-dire que les représentations des différents
groupes de personnages, de couples, etc., sont extrêmement diverses et vivants. Bon, évidemment, par exemple, l'oncle, père, enfin, on ne sait pas très bien ce qu'il est, avec sa nièce qu'il a violée, en fin de compte, etc. Bon, là encore, vous avez un couple extrêmement intéressant sur les rapports de la famille, des pères et des filles. Bon, même si, évidemment, il y a l'excuse ici qui n'est pas réellement le père, etc. En revanche, le père des 5 enfants, qui sont des enfants différents de son épouse, et qui est donc pas un seul de lui, mais lui est père de nature, si on veut. Alors qu'elle est absolument pas mère. C'était une enfantrice, mais elle n'a aucune maternité. C'est-à-dire, vous avez des portraits, ou en tout cas des réflexions sur les attitudes humaines, sur les possibilités de l'être humain, et en même temps aussi toutes les richesses de famille, de relations et d'individus qui sont absolument admirables dans le film, et qui évidemment impliquent aussi ce que vous avez dit par ailleurs, c'est qu'évidemment, ce film n'est possible dirigé que par un très grand cinéaste qui utilise les acteurs de façon prodigieuse. C'est vrai que tous les acteurs sont étonnants dans le film, et on se demande même comment il a pu obtenir ça de ses acteurs. Enfin, l'acteur qui boite, enfin, le fonctionnaire, et qui fait les grimaces. Bon, le spectre est la même chose, une espèce de regard absolument étonnant qu'il a. Le personnage du père qui imagine un futur merveilleux où tout serait construit, etc. Bon, tous les acteurs sont absolument magnifiques dans le film. Et là aussi, la force, c'est qu'on oublie totalement les cultures. Ils sont japonais, d'accord, mais ils sont totalement européens, ils sont totalement africains. Tous ces personnages-là, vous les connaissez. Je veux dire que vous pouvez les avoir vus autrement peut-être, mais dans la vie. Il n'y a aucune étrangeté pour le spectateur, pour tout spectateur, quel qu'il soit. Et ça, je trouve le film de ce point de vue-là tout à fait admirable. Et plus je le revois, plus je le trouve absolument génial. Enfin, c'est vraiment un film génial qu'il faut avoir vu une fois et revoir après. Ça, c'est vraiment le genre de film qu'il faut avoir vu plusieurs fois. Pas il faut dans le sens culpabilité, mais pour le plaisir, pour vraiment le découvrir et prendre plus qu'un plaisir, une émotion profonde et qui est le propre de l'art, c'est-à-dire c'est l'émotion qui porte à la connaissance et qui pousse à l'élévation. Et c'est un film pour ça absolument magnifique. Oui, je voulais vous demander quelque chose. Oui. Là, vous venez de nous dire qu'effectivement, il y a comme plusieurs scènes avec plusieurs personnages qui ont des relations entre eux. Comment vous interprétez le fait qu'il y a quand même un personnage qui fait le lien dans cet univers? C'est, je ne sais pas comment l'appeler, s'il faut l'appeler le philosophe. Enfin, c'est cette personne âgée qui vit seule. Non, c'est pas, plutôt le sage. Le sage, voilà. Très bien. Donc le sage qui, lorsqu'on vient le voler, donc va faire cadeau de son argent, etc., etc. Comment vous le voyez à l'intérieur de cet univers? C'est quand même surprenant. Non, c'est pas surprenant. C'est une des attitudes possibles de l'humanité. Ceux qui sont complètement dans l'existence la plus primaire, et en particulier nos deux ivrognes, ce monde-là, et vous avez dans l'humanité, et heureusement, vous avez justement les sages, ou ceux qui
vont vers la spiritualité. Ici, c'est une spiritualité sage, je pense bouddhique, ou en tous les cas teintée un peu de la religion japonaise, ce qui est logique, mais vous avez non pas la représentation, mais l'obligation de l'humanité d'avoir à la fois le plus bas et le plus haut. Et sinon, vous n'avez pas d'humanité. L'humanité est conçue comme ça. Non, c'est conçu comme ça. Si vous n'avez pas le sage ou le savant ou le saint, etc., vous n'avez pas non plus l'existence. C'est de cela dont il est question. Et évidemment, ce sage se promène, mais seulement le seul problème, c'est qu'il est là pour répandre une idée, ou en tous les cas une possibilité, mais il n'a, comme vous avez pu le constater, aucune action. C'est-à-dire qu'il n'a aucune efficacité. Il y a son idée, il y a en effet la pensée que la sagesse, ou en tous les cas cette forme de représentation de la vie, dans ce qu'elle est de plus grand et de plus noble, peut en effet sauver les individus, mais l'espèce humaine, dans sa multitude, ne s'intéresse pas trop à ça. Elle s'intéresse aux besoins immédiats. Évidemment, là, la seule chose qui est intéressante dans le film, qu'il gomme comme ça, c'est tout ce qui est la vie fonctionnelle, c'est-à-dire, bon, la nourriture est présente, mais on se demande exactement comment ils vivent. Ça, le fait de refuser absolument tout rapport avec une culture un peu supérieure. Il n'y a qu'un seul moment où vous avez ça, c'est quand vous avez une voiture et que le gamin ramasse les cigarettes pour se faire un peu d'argent, c'est tout. C'est le seul rapport que vous avez au monde, disons, normal. Là, nous sommes dans un monde complètement, bien sûr, fictionnel, de la misère absolue, et donc d'une sorte de désert, de civilisation qui est présente. Et malgré tout, la civilisation est quand même présente. Ce qui est, là aussi, je pense, le propre de l'humanité. L'humanité sera toute ça, enfin, depuis son existence, ce sont des civilisations et ce sont forcément donc des groupes. En aucun cas, l'humanité vit sur l'individu en tant que tel. L'individu est indispensable au groupe et non pas, vous ne pouvez pas vivre seul, impossible. Donc voilà. C'était vraiment un film sur au fond très simple, hein, mais il suffit de le voir et de bien le recevoir. Et ça, je vous le répète, on ne peut le recevoir que par ce qui est le propre du spectateur de cinéma, de regarder la forme, c'est-à-dire de regarder l'écriture. L'écriture vous donne, vous l'avez immédiatement ressenti en relevant justement que le film est fait sur la beauté, et une beauté de la représentation. On est dans de la représentation. Rappelez-vous, on avait déjà vu ça dans des films précédents de Kurosawa, mais évidemment, là, il l'a poussé à un degré... il a poussé son art au plus haut degré, et c'est bien pour ça que le film, à l'époque, avait été refusé. Les gens disaient à quoi ça sert, cette histoire. Bon. Et puis, en revoyant le film aujourd'hui, en plus, je me dis quand même, là, il parle des miséreux, donc des sans sous, etc. Et je trouve qu'il y a une résonance aujourd'hui. Parce que, justement, j'étais en train de réfléchir pendant qu'on voyait le film, en disant pourquoi en 70, 71, il a été mal reçu. C'est que, je crois que j'en avais parlé le mois dernier, c'est le film de 52, c'est ça.
C'est-à-dire que là, on est en 70. En 70, le Japon s'est rétabli. Ça y est, maintenant, on a de nouveau la richesse, en tous les cas. Le pays a repris sa place dans le monde. Donc, et lui fait un film où, d'un seul coup, on représente la misère, et cette misère que le Japon vient de quitter. Et que Kurosawa nous a montré, je répète, dans les films de 48 à 52. Et donc, je pense que s'il y a eu un refus, en particulier japonais, c'est qu'il n'avait plus, à l'époque, il ne voulait plus voir justement cette représentation-là. On est passé à un monde qui, maintenant, avait l'argent, donc on pouvait triompher, etc. Donc, et c'est pas pour rien que les autres films de Kurosawa qui vont suivre sont des films justement qui reviennent aux samouraïs ou qui reviennent, mais qui quittent la notion de misère. Et là, en revanche, justement, sur cette réflexion sur l'humanité, il faut la prendre à son niveau élémentaire. Et en le prenant au niveau élémentaire, on fait ressurgir tout. Et on fait ressurgir aussi la volonté de pouvoir, les jalousies, enfin tout. Toutes les possibilités du comportement humain qui sont présentes dans le film, de toute façon. Donc on a une richesse qui vous est présentée, mais à partir d'une représentation volontairement première. Et c'est ce qui, je répète, fait la force du film aujourd'hui, puisque bon, il se trouve que on ne retrouve pas tout à fait la même situation, mais il y a quelques idées qui font qu'on peut penser quand même cette misère-là. Il se peut que dans le monde, elle existe. Il se peut. Oui, je ne sais pas, d'autres réactions, parce que... Oui, madame là-haut. Bonjour. Quand j'ai regardé ce film, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce film italien, mais j'arrive pas à retrouver le titre, où ils vivent un peu dans des bidonvilles, mais il y a... Ouais, peut-être. C'est lequel c'est pas le film de Scola, non? Oui, Affreux, sale et méchant. Oui, c'est ça. Non, c'est pas Scola. C'est Dino Risi, non? Oui, Dino Risi. Ouais, oui, mais j'ai pensé à ça parce que ils vivaient difficilement. Mais en fait, j'ai pensé à ce film, mais je n'ai pas vu aucun lien entre eux, parce que là, il y a beaucoup de gentillesse. Pour une raison très simple, c'est que l'Italie à l'époque, lorsque le film est fait de Dino Risi, c'est une Italie néo-réaliste. C'est-à-dire que le souci de l'apparence du réalisme l'emporte sur l'autre souci purement formel. Même si, bien sûr, il y a quand même une construction formelle dans le film de Risi, qui est un très bon cinéaste par ailleurs, mais le thème sera traité au niveau de l'idée de réalité. Alors que ici, d'emblée, vous êtes convié à accepter une idée de réalité, mais justement de représentation. Alors que dans le réalisme, c'est une représentation, mais il faut oublier que c'est une représentation. Il faut croire que c'est vrai. Alors que ici, d'emblée, on vous dit, vous n'êtes pas dans du vrai. Vous êtes dans de la représentation, et en particulier, justement, par la forme, par les couleurs, par les cadres, etc., qui vous montrent, et en plus, qui vous sont montrés dès le début du film, avec ce décor d'habitation, uniquement habité que par des images de trains, etc., des images un peu de dessin animé. Au fond, on pourrait dire que le film
a été conçu comme si on partait d'un film d'animation ou sur un film. On partait sur un film d'animation. Mais un film d'animation fait avec du réel. Et non, mais en même temps, on est dans. Et la preuve, c'est qu'il se permet quand même dans le film de vous faire d'un seul coup des images qui sont des images. Bon, lorsqu'on voit se construire la demeure magnifique espagnole, anglaise, japonaise, etc., dans ce coup, vous avez des images qui sont de l'ordre de l'animation. Et même à un moment, vous avez, lorsqu'il y a la piscine à la fin, et vous avez la caméra qui court sur la piscine. Donc, justement, la représentation est part d'une conception plutôt du film d'animation, mais en jouant sur la représentation aussi de la réalité. Donc, c'est cette construction-là qui est très passionnante dans le film. On est dans du réel, mais dont on sait qu'il n'est pas réel. Et tout à l'heure, on le disait aussi, par exemple, sur l'interprétation des personnages, on sait que ce sont des acteurs. En aucun cas, vous voyez des personnages en tant que tels. Ils sont tous en train de jouer, et on le sent, et on le voit, et c'est manifeste. Et donc, on peut admirer le numéro d'acteur. Mais ça, je l'avais déjà signalé dans des films précédents aussi de Kurosawa, qui voulait et qui a toujours essayé de montrer quand même le travail de la représentation à l'intérieur de l'idée de réalité de ce qu'on représente. Alors ici, je pense qu'il s'est complètement délivré justement du souci de réalité pour nous obliger à accepter et à assumer la représentation du réel. Donc, en déformant même jusqu'au bout l'idée même de réalité. Et ça se voit très bien, en particulier, je répète, dans les ciels, etc. Enfin, dans les décors et les costumes, etc. Tout se joue. Bon, par exemple, je trouve merveilleux sur l'idée que de deux ivrognes, bon, il y en aura un qui sera sur l'orange et l'autre sur le jaune. Donc la femme du jaune sera en jaune et la femme de l'orange sera en orange. Sauf que l'inconvénient, c'est qu'ils changent. Et qu'à la fin, ils ne savent plus très bien où ils en sont. Donc ils sont obligés de regarder si leur écharpe est jaune ou orange, etc. Enfin, vous voyez bien que nous sommes dans le jeu de la représentation. Nous ne sommes plus dans le jeu du réalisme, mais en même temps, c'est quand même réaliste dans le sens où ce sont des ivrognes totales. Donc, après tout, ce serait possible. Mais le jeu, en tant que, je répète, représentation que vous recevez, c'est ça que vous recevez, ben, vous voyez bien que vous n'êtes pas dans ce qu'on appelle le réalisme. Vous êtes dans l'expressionnisme, c'est-à-dire, donc, on vous oblige à voir le représenter. Voilà. Et donc, le film est une réflexion sur la représentation de l'humanité. Donc, c'est dans ce sens-là que le film, évidemment, ce désir de construction à partir d'un parti pris qui est celui de l'animation, donc celui de la représentation, fait que on peut en effet aborder le thème très général et très complexe de qu'est-ce que l'humanité, en quoi est ou existe l'humanité, qu'est-ce que c'est. Et là, je trouve que c'est pas mal. C'est un beau tableau, en tout cas. Et un beau tableau qui permet la réflexion et qui permet la connaissance. On en revient toujours à la même chose. Je ne sais pas d'autres réactions, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un peu... Oui, monsieur.
Oui, je pense que s'il a pu être mal reçu aussi, c'est peut-être que c'est un monde extraordinairement noir, sans rédemption. Il n'y a pas de lumière dans ce film. Tous les Il n'y a pas de personnages futur. sont... Le futur est tué, donc il n'y a pas de futur. Oui, mais sans y avoir de futur, il pourrait y avoir des personnages positifs. Et là, on n'en voit pas. Enfin, même alors, il y a le sage, bien sûr, mais ce sage, comme vous l'avez dit vous-même, est sans efficacité, sans maîtrise du tout sur le réel et la catastrophe, par exemple, de l'enfant qui meurt ou d'autres événements. Et c'est un monde de l'impuissance, sans rédemption. Et encore une fois, et moi, ça m'a fait un peu penser, pour citer une autre référence, plutôt au Bas-fond de Gorky ou à... De toute façon, les bas-fonds, n'oubliez pas qu'il a fait les bas-fonds d'après Gorky. Hein. Comment ça va ? Bien sûr que c'est une thématique qu'il occupe depuis longtemps. Mais c'est vrai. Mais il n'empêche que ce n'est pas vraiment noir. Car il y a ce qui est très beau dans le film, en fin de compte, c'est, à part peut-être la femme du boiteux, là, qui est vraiment pas gentille du tout. Mais en même temps, on nous explique que, comprenez que pendant la guerre, voilà ce que ça veut dire, elle a réussi à les faire vivre alors que sinon ils mouraient de faim. Et donc, il lui reste attaché et reconnaissant à cause de ça. Bon, en même temps, ça implique évidemment d'autres réactions. C'est-à-dire, là encore, si on a des rapports père-fille, on a aussi des rapports fils-mère. Et là, c'est un rapport fils-mère inversé, etc. Mais ce n'est pas que les personnages sont noirs, c'est que les personnages sont au fond innocents et obligés de vivre dans un monde qui, lui, est noir. Il est noir parce qu'ils n'ont pas de pouvoir de projeter leur futur. D'où l'importance du personnage du père et de son fils. Évidemment, c'est lui qui va souffrir le plus. C'est-à-dire que, parce que lui, ce qu'il projette, c'est le futur. Voilà, la maison, et on va être heureux parce qu'on va avoir cette maison qu'on construit complètement dans l'imaginaire, sur lequel on n'a aucune base, aucune réalité, et qui à la fin aboutit, qui est très beau, à cette idée de ce tout petit paquet qui sont les cendres du bébé dans cette tombe. Ce sont des idées absolument magnifiques et simples, mais vous n'avez pas aucun personnage de dénoncer justement son adversaire. Il y a toujours quelque chose au fond, des pulsions de désir, de vie, d'aimer, etc., qui sont impossibles. Je trouve toutes les histoires d'amour dans le film sont merveilleuses. La pauvre, la petite fille qui a été engrossée par son oncle ou par son père, enfin ce qui revient même dans le film, en tout cas j'entends, puisqu'il a les deux fonctions. Il est à la fois le père d'état civil et l'oncle. Enfin, aucune importance. Elle, à la fin, elle veut tuer le seul petit garçon, enfin le seul garçon qui lui ait manifesté de la tendresse, etc., de l'amour. Elle veut le tuer parce que, comme elle le dit, je n'ai pas envie que tu vives après moi. C'est pas que j'ai pas envie que tu vives après moi, mais on a été fait pour être ensemble. Si je dois mourir, il faut que tu meurs. C'est-à-dire, c'est au fond un mariage par la mort, ce qui est une très 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 belle idée. En même temps, la façon dont c'est filmé à la fin, bon, elle ne dit pas son secret, bien sûr, elle le garde, et lui, quand même, lui refait confiance, quand même, ils feront un couple, mais le dernier plan, c'est l'espèce de bar sur la mer, de digue, enfin pas de digue, mais enfin de protège-mer, et elle tout à fait au bout, mais n'existant quasiment plus. C'est-à-dire que ce couple amoureux, oui, peut-être qu'il aura une fin, donc un futur heureux, mais bon, si vous prenez en revanche la femme qui revient après avoir péché,
par un désir sexuel et revient après, mais le mari qui les yeux totalement vides et qui ne lui pardonnera jamais ce passé, qui refuse à jamais de la réintégrer dans le présent et donc d'avoir une vie future. Bon, là c'est aussi une très belle histoire d'amour. Vous avez comme ça d'autres histoires d'amour. Bon, l'histoire d'amour très, très immédiate de nos deux ivrognes avec leur épouse. Bon, vous avez comme ça. En revanche, la femme trompée par le mari qui est en gros sa nièce. Bon, vous avez toutes les possibilités qui vous sont présentées. Bon, je trouve très beau moi, le père des 5 enfants qui ne sont pas de lui. Je sais pas. Je trouve que, et même par exemple sur les femmes, disons que ce sont les femmes qui sont apparemment les plus mal jugées. En réalité, c'est le comportement des hommes. Et ça, de ce point de vue, le film ne fait pas le dédoux de comment dirais-je, d'ignorance du comportement masculin dans la façon dont les hommes traitent les femmes, etc. Donc, alors, que des femmes se révoltent, c'est en même temps logique. Mais elles ne sont pas, là encore, sont pas des personnages noirs, en fin de compte. Elles ont toutes leurs excuses, elles ont toutes aussi leur façon d'être, et puis un point final. Donc, justement, je trouve la force du film, c'est qu'il n'y a aucune condamnation possible d'un personnage. Et le personnage, qui évidemment, on peut le condamner en tant que spectateur, puisqu'il laisse mourir son fils, mais c'est un personnage tellement pas perdu dans son imaginaire et tellement rêvant d'une vie merveilleuse pour lui et surtout pour son fils, que bon, il tue son fils par espérance. C'est pas un sujet qui a été traité souvent. Hein. C'est un sujet très, très, très étonnant quand même. Et chaque histoire a son étrangeté de ce point de vue-là. Oui, enfin bon. J'ai l'air de le défendre beaucoup, mais vraiment, je l'aime tellement ce film que ça m'est difficile de pas leur dire tout le bien que j'en pense, que je ressens, pas plus que j'en pense. Je sais pas, d'autres réactions peut-être. Bon. Bah, écoutez, en tout cas, je suis très, très heureux que vous ayez ce film, et si vous avez l'occasion, revoyez-le. Et vous verrez que une fois que vous connaissez le film, loin de vous en éloigner, au contraire, vous allez le recevoir de plus en plus fortement. C'est un film qu'on aime de plus en plus. Voilà. En tous les cas, je vous remercie aussi pour cette rétrospective de cette année. Et l'année prochaine, évidemment, on passera à un cinéaste tout à fait différent, tout aussi génial par ailleurs. Merci beaucoup. Merci à vous.